colonel Jacques Ogard sur le sujet de la conférence. Dans un premier temps, nous pensions traiter uniquement le Rwanda, et puis finalement on se disait que traiter également la guerre au Kosovo était peut-être aussi intéressant et peut-être même un comparatif que nous propose de faire ce soir le colonel. Voilà, c'est un exercice que vous avez déjà fait, je crois, pour les moines du Barou. Il y a 15 jours. Il y a 15 jours, donc ce sera improvisé. Et puis donc, comme nous avons, alors oui, une chose que je dis toujours, Terre et Famille vit, mais vit grâce aux petites oboles que vous mettez aimablement à l'entrée. Donc c'est selon les moyens de chacun, mais c'est très important pour nous, hein, parce qu'on ne vit pas que de spiritualité et d'eau fraîche. Donc voilà, si vous pouviez ne pas oublier notre urne, ce serait fort sympathique. Chère Stéphanie, merci beaucoup pour cette introduction. Monsieur le chanoine, monsieur le maire, chers amis, je vais donc essayer de vous, en 3 quarts d'heure, d'essayer de faire le pont entre les événements du Rwanda en 1994, il y a 25 ans, on vient de fêter l'anniversaire du déclenchement de ce tragique génocide qui a débuté le 7 avril 1994, le lendemain, c'est très important, de l'attentat contre l'avion du président rwandais de l'époque, le président Habyarimana, et de son homologue burundais, le président Ntaryamira, abattu par 2 missiles solaires, alors qu'il rentrait d'un sommet régional à côté du Rwanda, le pays voisin, la Tanzanie, Arusha, pour discuter de la situation régionale, déjà compliquée et dramatique à l'époque, mais qui n'a fait que s'empirer depuis 25 ans, puisqu'on a aujourd'hui, dans cette région des Grands Lacs, je veux dire par là le Rwanda et le Burundi, son frère jumeau, ces 2 petits pays d'Afrique centrale, mais surtout maintenant le Congo, que l'on appelle la République démocratique du Congo, qu'on appelait à l'époque le Zaïre, dont les provinces orientales sont soumises aujourd'hui à une situation tout simplement épouvantable et catastrophique. Et puis le Kosovo, dont c'est le 20e anniversaire, à peu près exactement à la même époque, puisque c'est le 23 mars 1999 que l'OTAN, sous l'impulsion des États-Unis d'Amérique, s'est lancée dans une guerre que je qualifie d'agression contre la République fédérale de Yougoslavie, formée à l'époque déjà seulement plus que de la Serbie et du Monténégro, et dont les conséquences sont là encore aujourd'hui, tragiques. Pour prendre une comparaison facile, mais qui a quand même beaucoup de sens, le Kosovo, je vais y revenir, mais pour les Serbes, c'est la Jérusalem des Serbes. C'est un peu, si vous voulez, comme Notre-Dame de Paris, la basilique royale de Saint-Denis, la basilique de Vézelay, et puis le Mont Saint-Michel concentré sur la superficie d'un département français, et qu'on aurait arraché à la France au motif que la population qui l'occupe est maintenant plutôt d'origine étrangère, si vous voyez ce que je veux dire, et que cette population y est majoritaire, et que l'on impose donc à la France l'amputation de l'équivalent de ce département. Voilà, ce sont 2 événements qui ont marqué ma fin de carrière militaire, puisque j'ai quitté l'armée, j'ai décidé de quitter l'armée au retour du Kosovo l'été 99, ce qui a été fait dans les quelques mois qui ont suivi. Et bien sûr, ça m'a valu quelques bleus à l'âme, évidemment, que j'ai essayé de traduire dans les 2 petits ouvrages que j'ai jamais écrits, ne me prenant pas pour un écrivain. L'un sur le Rwanda, Les larmes de l'honneur. Alors le titre, c'est vraiment le titre que l'éditeur, j'avais aucune expérience, m'a imposé. Je ne sais pas si l'honneur pleure, mais enfin bon, c'est le titre qu'il a choisi. Moi, j'aurais choisi plutôt 60 jours dans la tourmente du Rwanda, qui est le sous-titre, en réalité.
Et puis un ouvrage que j'ai écrit sur le Kosovo, et qui a un titre, alors là, dont je revendique la paternité, qui est «L'Europe est morte à Pristina», à quelques jours des élections européennes. Je pense que c'est important de se souvenir de ces événements, parce que, outre l'agression otanienne, cette agression s'est faite avec la complicité de l'Union européenne, la complicité des États membres de l'Union européenne, et a abouti à ce que j'appelle la faillite de l'Union européenne. Alors l'Europe est morte à Pristina, c'est simplement parce que j'ai entendu avec révolte, à l'époque, Bernard Kouchner prononcer cette phrase, que j'ai trouvée aussi inique qu'idiote: l'Europe est née à Pristina. Voilà, donc j'ai voulu prendre exactement le contre-pied de cette formule qui me semblait, et me semble toujours révoltante. Alors que vous dire, je garderai les points communs entre ces deux opérations pour la fin, si vous le permettez. Je voudrais d'abord essayer d'éclaircir, j'ai 3/4 d'heure, c'est ça à peu près? Absolument. Bon. Je vais essayer d'éclaircir le sujet Rwanda, parce qu'il paraît compliqué, alors qu'en fait il est très simple. C'est le premier sujet. Et puis je vous parlerai ensuite, bien sûr, du Kosovo, de la mère patrie du Kosovo, qui est la Serbie, que j'ai découverte à cette occasion, ma carrière ayant été pratiquement uniquement africaine pendant mes quasiment 26 années de service, faite à la Légion étrangère, faite en particulier au 2e REP, qui a été le régiment de mes années de jeunes officiers, comme lieutenant-capitaine, et ensuite cette fin de carrière qui s'est produit. Auteur que vous pouvez consulter sur cette histoire rwandaise qui vous paraît à juste titre tragique, c'est Bernard Lugan qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, qui a vécu longtemps au Rwanda et au Burundi, qui connaît remarquablement la région et qui est, à mon avis, aujourd'hui le meilleur africaniste qui soit. Alors il est contesté parce qu'il a des positions assez marquées à droite, que je ne saurais lui reprocher, mais en réalité, c'est probablement le meilleur historien, en tout cas le plus honnête, car je peux dire que dans les années 94, au moment des événements dont je vais vous parler rapidement, Bernard Lugan avait des positions qui n'étaient pas forcément celles qu'il a aujourd'hui. Et comme c'est un historien sérieux, qui s'est plongé dans le sujet, qu'il a rencontré beaucoup de témoins, qu'il a consulté beaucoup d'archives, qu'il a travaillé ces questions de la manière la plus honnête qui soit, ce qui paraît évident pour un historien, mais encore une fois, c'est pas si courant. Bernard Lugan a aujourd'hui, je pense que je vais exprimer avec mes mots à moi, mon histoire à moi, mon témoignage à moi, la même chose que lui, en fait, fondamentalement. Et je ne suis pas un historien, je suis un témoin, et je dois rester un témoin. Il faut savoir que les événements du Rwanda défraient régulièrement la chronique. Vous le savez parce que vous avez vu ces dernières semaines un déchaînement médiatique important, tant sur les chaînes de télévision que sur les radios, que dans les médias écrits. Et c'est univoque. Univoque au sens où les Français ont l'impression que la France s'est mal comportée au Rwanda il y a maintenant 25 ans, que l'armée française y a fait des choses répréhensibles, pour ne pas dire criminelles, et cette doxa se répand partout comme un cancer, au point que, parce que la source est unique, et il a fallu une source unique pour abreuver tous ces médias, et qu'aujourd'hui on a le kidam, le français moyen, a l'impression que on lui cache des choses sur l'affaire rwandaise, et que vraiment la France s'est mal comportée là-bas. Alors, moi je suis en 1994, quand le drame rwandais éclate début avril, je suis encore à Djibouti avec mon épouse et mes enfants. Je termine un séjour de 2 ans qui a été très actif, très opérationnel, et je ne connais rien au Rwanda. Je connais l'Afrique de l'Ouest, je connais l'Afrique centrale, mais l'Afrique centrale plus au nord, la République centrafricaine, le Tchad.
je ne connais pas cette Afrique des Grands Lacs, qui est d'ailleurs une Afrique assez extraordinaire à découvrir. J'avais fait un voyage, un séjour un peu linguistique quand j'avais 15 ans au Kenya pour y apprendre l'anglais dans une famille de planteurs anglais, dont je gardais un très bon souvenir, pas très loin du lac Victoria. Mais là, c'est vraiment le cœur de l'Afrique centrale, ce qu'on appelle l'Afrique des Grands Lacs. Ces deux royaumes que sont le Rwanda et le Burundi, États-nations très rares en Afrique. Le Rwanda est le petit pays au nord, le Burundi est le petit pays au sud. Ce sont des États qui se ressemblent étonnamment, parce qu'on a la même structure sociale jusque dans les années 60, avec une population partagée entre deux groupes majeurs, le groupe des Tutsis, 20%, qui est l'élite, qui fournit le roi, le Mwami, et qui constitue l'armature, je dirais, sociale des dirigeants du pays pendant jusqu'aux années 60. Et puis vous avez 80% de la population qui sont des Hutus, des paysans, des laboureurs, alors que les Tutsis sont plutôt des guerriers et des éleveurs. Il y a des morphotypes très différents parce que les Tutsis, c'est une population nilotique, ce sont des gens qui sont grands, minces, aux traits extrêmement fins qu'on peut reconnaître facilement, alors que les Hutus sont petits, plus trapus. C'est une population bantoue de l'ouest africain, du golfe de Guinée, comme on en voit tant au Congo, au Gabon ou ailleurs. Et donc ces deux populations vivent ensemble depuis toujours, enfin, je ne rentrerai pas dans les détails de l'histoire, mais depuis plusieurs siècles, selon cette monarchie féodale, qui a une particularité, tout le monde parle la même langue, le Kinyarwanda, tout le monde a une place sociale bien déterminée, bien organisée, je dirais, et puis on croit en un Dieu unique, qui est Imana, qui n'est évidemment pas le Dieu des chrétiens, le vrai Dieu, mais qui va permettre, quand la colonisation va démarrer au Rwanda fin du 19e, que les premiers missionnaires, qui seront allemands d'ailleurs, vont arriver, vont trouver une possibilité de mieux faire accepter au démarrage le christianisme. Peut-être qu'il y a là un vice caché qui fait qu'on découvrira plus tard que le christianisme au Rwanda n'est pas si profond, puisqu'on en arrive à des atrocités comme celle de 1994, mais qui ont été précédées largement en 1960 et qui durent, parce que rien n'est terminé de tout ça aujourd'hui, hélas. Alors le Rwanda, en 1960, tout bascule avec l'accession des pays d'Afrique à l'indépendance. À ce moment-là, on a le principe démocratique, la démocratie chrétienne d'ailleurs au Rwanda, poussée par l'Église catholique et les missionnaires belges et suisses en particulier. L'évêque du Rwanda à ce moment-là est Monseigneur Pérodin, qui va jouer un rôle très actif dans l'implantation, dans le développement de cette démocratie chrétienne, entre guillemets. C'est donc la chute de la monarchie, le Mwami, qui vient d'ailleurs de mourir il y a un an, le dernier Mwami, le roi Kigeli V, aux États-Unis où il était en exil. La monarchie s'effondre, les Tutsis vont connaître une période épouvantable, puisqu'ils vont être pourchassés. On est dans un schéma, si vous voulez, sans toute proportion gardée, parce que rien n'est toujours évidemment semblable, mais c'est un peu la révolution, c'est un peu la terreur en France. Les Tutsis sont pourchassés. Comme ils sont grands et minces, on leur coupe les jambes à hauteur des genoux pour les ramener à une taille plus conforme à celle des Hutus. Et c'est donc le démarrage de l'histoire moderne du Rwanda. Une république est installée, elle a d'abord un président qui va s'appeler Kayibanda, qui est un Hutu, qui va être renversé par son chef d'état-major en 1973, qui s'appelle Habyarimana, et qui est le chef d'État qui sera lui-même assassiné en 1994 par cet attentat contre son avion, alors qu'il rentrait d'Arusha. Le Rwanda de cette époque, alors le Rwanda c'est un tout petit pays, c'est lui aussi grand comme 2 départements français, c'est quelques millions d'habitants, 7-8 millions d'habitants, c'est un pays agricole, il n'y a aucune richesse dans le sous-sol,
Et quand aujourd'hui on voit que le Rwanda exporte du coltan, matériaux rares qui servent en particulier à tout ce qui est informatique, électronique, nanotechnologie, etc., on peut se poser des questions. En fait, simplement, le Rwanda d'aujourd'hui les vole dans son pays voisin, le Congo au Zaïre, sur lequel il a fait main basse il y a 25 ans. Alors, ce drame du Rwanda de 60 conduit une partie des Tutsis à prendre le chemin de l'exil. Dans ces Tutsis qui cherchent refuge dans des pays étrangers, il y a un jeune garçon qui a 5 ans, qui s'appelle Paul Kagame, qui est de lignage royal, mais de lignage royal féminin, parce que la monarchie rwandaise avait ses lois, et il appartenait à une famille qui ne donnait pas de roi, mais qui donnait des reines. Voilà. Et Paul Kagame trouve refuge avec sa famille en Ouganda voisin. Il va y être éduqué en langue anglaise. Il va devenir plus tard un officier de l'armée ougandaise et un officier de renseignement, puisqu'il sera même le chef des services de renseignement ougandais quelques années plus tard, après la chute de Milton Obote, le président ougandais, qui est renversé par l'actuel président Museveni, dont Kagame, au départ, est un des collaborateurs, un des alliés. Aujourd'hui, ils sont dans deux camps opposés, et la situation est en train de devenir explosive dans la région, pour d'autres raisons, parce que Kagame est un personnage qui a défrayé la chronique ces dernières semaines dans les médias français, qui est actuellement à Paris, à l'invitation de Macron, qui adore Kagame et qui lui a ouvert toutes les portes possibles en France et inimaginables. Alors que Kagame, à l'époque, comme officier ougandais, va aller d'ailleurs se former aux États-Unis en passant, à l'école de guerre américaine à Fort Leavenworth. Et Kagame va avoir de cesse de monter avec ses camarades de combat de l'époque une rébellion, une future rébellion rwandaise qui s'appelle le FPR, le Front Patriotique Rwandais, en anglais RPF, Rwandese Patriotic Front, qui va, avec le soutien de Museveni, à partir de 1990, commencer à émerger et à s'en prendre militairement au Rwanda. On est en octobre 90 quand les premiers mouvements militaires de cette rébellion, qui agit en uniforme ougandais, avec du matériel ougandais, des véhicules blindés ougandais, de l'artillerie ougandaise, de l'armement ougandais, des munitions ougandaises, etc., quand cette rébellion commence à intervenir. Le président Habyarimana, qui gouverne le Rwanda à ce moment-là, appelle la France au secours. Pourquoi la France? Parce que le Rwanda est une colonie allemande jusqu'en 1918, puis un protectorat belge de 1918 à 1960. Alors pourquoi la France? Tout simplement parce que la France est une puissance francophone, que le Rwanda est francophone, et que le président Habyarimana se dit, plutôt que de demander son aide à l'ancien colonisateur belge, je vais demander son aide à la France. Et c'est des accords qui sont signés en 1975 entre le président Giscard d'Estaing et le président Habyarimana, des accords militaires, qui font qu'en 1990, François Mitterrand, devant la manifestation d'une agression étrangère venant d'Ouganda vers le Rwanda, décide de s'impliquer militairement. Alors, devait-il le faire ou ne pas le faire? Toute la question est là, parce qu'il ne l'aurait pas fait, on n'aurait évidemment pas les développements de l'histoire que l'on connaît, et en particulier les mises en cause de la France et de la politique française depuis, et les mises en cause de l'armée française a fortiori. Mais il l'a fait tout simplement pour respecter les accords qui avaient été signés par Giscard d'Estaing avec Habyarimana. Ceci n'avait rien d'exceptionnel. Moi j'étais à l'époque à Djibouti, il y avait des accords avec la République de Djibouti, indépendante depuis 1977, dans les mêmes conditions, comme un certain nombre d'États africains francophones, que ce soit le Sénégal, le Gabon, le Congo, et on peut en citer d'autres. Donc, tout par de là, en 90, novembre 90, le FPR attaque le Rwanda. La rébellion Tutsi attaque le Rwanda. C'est une guerre qui va durer 3 ans pratiquement, jusqu'en 93, et la France va déclencher une opération qui s'appelle l'opération Noroît, qui va durer donc ces 3 années,
matérialisé par l'envoi sur place d'un détachement qui va varier en nombre, mais qui n'atteindra jamais plus de 300 ou 400 soldats. C'est l'élite de l'armée française, sont des parachutistes, des légionnaires, des marsouins, qui articulaient en 2 ou 3 compagnies, avec un détachement d'assistance militaire qui est fourni par le premier PIMA, régiment des forces spéciales bien connu dans l'armée de terre, et avec un peu de coopérants en matière d'artillerie, en matière de transmission, en matière de logistique, etc., pour aider les forces armées rwandaises, Hutus, à faire face à cette agression officiellement ougandaise, mais qui en réalité est Tutsi rwandaise de la diaspora. Reste au Rwanda à ce moment-là une petite vingtaine de pourcents de Tutsis qui sont considérés comme des citoyens normaux, mais avec des quotas. Donc, système idiot par définition. 20% de Tutsis ont accès à l'université, 20% ont accès à des fonctions dans l'administration ou dans l'armée, 20%, etc. etc. Le soutien de la France, le soutien militaire que Mitterrand va accorder au Rwanda, qui est réel, et qui va lui permettre de se refaire une santé face à la rébellion Tutsi, c'est l'origine de la controverse actuelle, s'accompagne quand même d'une très forte pression politique. On oblige finalement Habyarimana, le président Hutu, à libéraliser son régime, entre guillemets, à adopter le multipartisme. On lui impose même le multipartisme. Et au-delà de ça, on lui impose la discussion avec la rébellion Tutsi, dirigée par Paul Kagame. C'est l'objet d'ailleurs de ces réunions à Arusha, celle-là même dont il reviendra le 6 avril 1994 pour se faire assassiner. Et on l'oblige tellement à ça qu'à un moment donné d'ailleurs, il va entrer en cohabitation avec un gouvernement qui ne lui est pas favorable au départ, qui sont des Hutus d'opposition. Il y en a un certain nombre qui se révèlent au fur et à mesure. Et c'est le cas au moment du déclenchement de ce cataclysme de 1994. Son premier ministre, qui est une femme, Agathe Uwilingiyimana, est une Hutu d'opposition. Et tout ça a été imposé par la France, par Mitterrand, qui, c'est l'époque du discours de la Baule, toujours plus de démocratie, sans se dire est-ce que c'est adapté, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est ce qui convient comme solution pour ce pays à ce moment donné. La suite, c'est donc novembre 1993, les accords d'Arusha. La France se retire militairement du Rwanda. C'est très important parce que souvent vous entendrez dire mais les soldats français étaient présents lors du génocide. C'est totalement faux puisque les soldats français se sont retirés de manière prévue par traité fin novembre 1993. Il reste une douzaine de coopérants militaires au Rwanda, comme il y en a dans tous les pays d'Afrique de la région. Et comment dirais-je, la situation va empirer parce qu'elle est confiée à l'ONU, qui prend la relève de l'armée française. C'est la mission des Nations Unies pour le Rwanda, MINUAR, commandée par un général canadien, avec un colonel belge comme adjoint, et puis des contingents étrangers, pakistanais, sri-lankais ou autres, et qui vont constituer 2600 hommes, les 2600 hommes de la force de la MINUAR. Quand l'avion du président Habyarimana, à bord duquel il y a également le président burundais, le président Ntaryamira, est abattu le 6 avril, dès le lendemain, c'est le début des massacres des Tutsis par les Hutus. Alors il y a une psychose dans la population Hutu qui a été habituée à ça depuis des décennies. Le FPR, c'est le diable. Le FPR, c'est des guerriers qui agissent la nuit, qui ont commis eux-mêmes pas mal de massacres dans le nord du Rwanda les années précédentes, étripant des villages entiers Hutus, qui sont passés au fil de l'épée ou tout simplement à la houe et à la machette. Et il y a cette psychose chez les Hutus du retour des Tutsis au pouvoir avec le Mwami, l'aristocratie
Tutsis, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il y a, par exemple, à ce moment-là, à ce moment précis d'avril 1994, 1 million à peu près de réfugiés Hutus qui sont arrivés du nord du Rwanda, tout simplement pour fuir les massacres commis par les Tutsis du FPR. Et donc c'est dans cette situation-là que démarre le génocide, avril 1994, qui va durer 100 jours à peu près, dans l'indifférence quasi générale de la communauté internationale, qui ne fait rien, tellement rien d'ailleurs qu'au bout de 10 jours, le 16 avril 1994, l'ONU décide de diviser par 10 le contingent présent. Donc on passe de 2600 hommes à 260 hommes, alors que le pays est en train de s'embraser dans les massacres les plus atroces qui soient. La France est le seul pays, dans la bouche d'Alain Juppé, il faut le dire, parce qu'il faut lui rendre justice dans ce domaine, à prononcer le mot génocide, le premier à prononcer le mot génocide, et à dire qu'il faut que la communauté internationale intervienne au Rwanda. Les Américains vont tout faire pour éviter cette intervention. À l'époque, l'ambassadeur de l'ONU, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU est Madeleine Albright, qu'on va retrouver un peu plus tard au Kosovo. À ce moment-là, après un certain nombre de discussions et d'interventions auprès du siège de l'ONU, la France finit par obtenir le 21 juin le vote d'une résolution, la résolution 229, qui l'autorise à intervenir au Rwanda pour une période limitée à 2 mois pour y faire cesser les massacres, ramener l'ordre et la sécurité pour toutes les populations. Avec évidemment les nations étrangères qui voudront se joindre à elle. Et là, il n'y a pas grand monde, seuls quelques États africains, le Tchad, le Sénégal, le Gabon, le Congo, fournissent des détachements plus ou moins importants selon leur capacité. Et c'est le début de l'opération turquoise, 21 juin 1994. Cette opération se terminera le 21 août 1994, 2 mois plus tard. Moi je suis à Djibouti à ce moment-là, je suis mis en alerte depuis déjà un certain temps, je suis désigné pour prendre le commandement, donc il va y avoir 3 groupements opérationnels, un groupement de forces spéciales, le COS, avec des éléments constitués de commandos marines, du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine et du commando parachutiste de l'air numéro 10, qui sont déjà pratiquement sur place, qui ont été mis prépositionnés, comme on le dit en jargon militaire, pour pouvoir agir dès le vote de la résolution. C'est ce qui va se passer dès le 22 juin 1994. Ils interviennent et ils commencent à tâter un peu le dispositif parce qu'on n'a pas idée réellement de la situation à l'intérieur du Rwanda. Et on choisit arbitrairement, je dirais, de s'installer à la frontière ouest du Rwanda, au nord du lac Kivu, dans une ville qui s'appelle Goma, qui s'est régulièrement illustrée depuis, et où il y a l'avantage de pouvoir disposer d'une piste d'aviation en dur et suffisamment solide pour pouvoir poser des gros porteurs et déverser un flot logistique important. Et c'est à partir de cette ville de Goma qu'on va agir. On va se transporter au sud du lac Kivu, dans une autre ville bien connue des gens qui ont fréquenté cette région dans les années 60, qui est Bukavu, et qui est face à la ville rwandaise, Bukavu, ville zaïroise, face à la ville rwandaise de Cyangugu. Moi j'arrive de Djibouti 8 jours plus tard, le 29 juin. Les forces spéciales du COS opèrent déjà au Rwanda, ont déjà pris sous leur protection un camp de réfugiés Tutsis dans la région de Cyangugu, dans le sud-ouest du Rwanda, protégé par personne mais soutenu par la Croix-Rouge française depuis, la Croix-Rouge internationale depuis déjà quelques semaines, et où on commence à avoir une dizaine de milliers de Tutsis rassemblés, avec des familles parfois éclatées, tout ce monde logé dans des conditions un petit peu rustiques et difficiles. Et moi je vais arriver le 29 juin, je rejoins sur place, dont je me présente à mon général, dont on parlait tout à l'heure, le général Lafourcade, qui lui est à Goma, qui me reçoit brièvement, qui me dit dépêchez-vous d'aller dans le sud reconstituer votre groupement. Mon groupement, qui est le groupement de Légion étrangère, principalement, est constitué d'unités qui viennent de France, de Djibouti, du Gabon, et il faut récupérer tout ce monde et le mettre en ordre de bataille.
dans les meilleurs délais. Je vais donc avoir le secteur le plus au sud de cette zone humanitaire sûre, ZHS, non barbare, qu'on va créer dans le sud-ouest du Rwanda, qui couvre pratiquement la superficie de 3 préfectures, correspondant aux 3 groupements opérationnels, Kibouye au nord, Gikongoro à l'est et Siangougou au sud. Et je vais hériter, moi, de celui qui est sur la frontière zaïroise et burundaise, adossé au lac Kivu dont je viens de vous parler. C'est le démarrage de 2 mois d'opération, 60 jours, qui vont nous mettre à contribution jour et nuit dans des conditions difficiles, avec peu d'hommes pour faire le boulot, une situation parfois dantesque, car quand nous arrivons, il y a encore un État, un semblant d'État, qui va se déliter très vite, sous la pression militaire du FPR qui, pendant ce temps-là, conquiert le pays, a conquis la capitale, Kigali, le 7 juillet, et qui pousse après, partout dans le pays, mettant sur les routes et sur les pistes des centaines de milliers de Hutus qui fuient ces exactions et les règlements de compte qui viennent en vengeance du génocide qui vient d'avoir lieu, et qui permettent aussi de faire le vide, parce que c'est un tout petit pays, et que Kagame a très bien compris que pour occuper ce pays avec les Tutsis d'extérieur, eh bien, il faut essayer de liquider le maximum de Hutus, et puis aussi les Tutsis de l'intérieur, qui eux sont coupables d'avoir accepté le joug des Hutus pendant 30 ans, ce qui est juge indigne, ou 60 ans, puisqu'on est 94, non, 30 ans. Et donc la situation est dantesque, elle est humanitairement extrêmement grave. Les usines de traitement des eaux ne fonctionnent plus, les hôpitaux, les dispensaires se sont arrêtés, l'électricité, il n'y en a plus, les usines de production d'électricité sont arrêtées également, etc. Et nous allons tout remettre en route. Nous allons tout remettre en route avec le concours des spécialistes du commandement des opérations spéciales qui viennent de France pour remettre en route une usine d'épuration des eaux, pour remettre en route une usine de production électrique, etc., etc. Et on va voir les capacités immenses, je dirais, d'ingéniosité, de dévouement, de générosité du soldat français dans des conditions, je vous assure, extrêmement difficiles. On n'est pas très bien vu des ONG, il y a toutes les ONG habituelles qui nous regardent d'un drôle d'œil, pas forcément très favorable à l'armée française, et il n'y en a qu'une qui échappe à la règle, c'est l'Ordre de Malte, qui comprend tout de suite qu'on peut travailler ensemble et faire du très bon boulot, et c'est la seule quasiment. La Croix-Rouge internationale qui comprendra très vite aussi l'intérêt de ce que nous pouvons faire en matière de sécurité pour elle, mais je veux dire que les autres ne sont pas très convaincus. Et puis alors bien sûr il y a une masse de journalistes qui se déversent sur cette opération, comme j'en avais jamais vu autant, en si peu de temps et sur un si petit territoire. Les événements sont compliqués. Moi je suis le 30 juin, je viens d'arriver, avec quelqu'un que j'estime beaucoup, qui est le colonel Rosier, qui commande le groupement des forces spéciales, et sur lequel je m'appuie pour monter moi-même l'organisation de mon groupement de légion qui arrive d'un peu partout dans des conditions un peu acrobatiques. Et je suis à côté du colonel Rosier le 30 juin, quand on lui rend compte de la découverte sur une colline qui s'appelle Bicécéro, et dont vous avez peut-être entendu parler encore ces dernières semaines, de quelques centaines de survivants Tutsis, qui ont échappé au massacre qui ont duré les 2 mois précédents. Je suis à côté du colonel Rosier quand il apprend cette nouvelle. Je le connais depuis de longue date, j'ai une immense estime pour lui, une grande affection pour lui, une grande amitié pour lui. C'est un des officiers les plus brillants de sa génération, à tout point de vue, intelligent, avec un cœur gros comme ça, et vraiment des tripes bien accrochées, si je puis dire. Et
il apprend cette nouvelle et je le vois réagir. Moi je suis avec lui, et il dit venez, on y va, on saute dans un hélicoptère, il déclenche les secours et nous voyons l'horreur de ce qui vient de se passer pendant plusieurs semaines. Et nous voyons ces malheureux survivants. Et là, il y a toute une polémique qui a surgi depuis et qui est régulièrement alimentée de manière assez active, assez agressive, par des associations, et surtout par le régime de Kigali, le régime du président Habyarimana, qui est tout sauf un régime démocratique, entre guillemets, respectant les droits humains, élémentaires, et la morale naturelle. Donc, ce qui va se passer à Bicécéro, à partir de cet événement, qui a été en fait l'objet d'une découverte 3 jours plus tôt par un détachement français. Ce qui s'est passé après, je ne le sais pas. Il y a eu une mauvaise transmission, ou absence de transmission, ou inaudibilité du compte-rendu. Mais en aucun cas, ça je peux vous le certifier parce que je connais les acteurs, l'accusation qui consiste à dire que le colonel Rosier et ses hommes ont fait exprès d'attendre 3 jours de plus pour que quelques centaines de malheureux supplémentaires soient massacrés, cette affirmation est ignoble, insupportable, et aussi longtemps que j'aurai un souffle de vie, je me battrai pour dire la vérité, car elle est exactement contraire à cette affirmation. Ça perdure, ça dure, puisque ça revient régulièrement dans les médias français, les plus honorables. Je ne parle pas nécessairement de Libération, mais vous l'avez dans le Figaro, etc. Et ça, c'est vraiment insupportable. Deuxième affirmation, alors qui vient d'un de mes anciens subordonnés, un capitaine, jeune capitaine à l'époque, qui n'avait accès à aucun ordre écrit, qui était chargé d'une mission humanitaire au sein de mon état-major, Guillaume Ancel, qui a aujourd'hui accès à tous les médias. Il a écrit un livre qui est un monument de mytho-mégalomanie il y a 1 an à peu près. Et alors il me donne un beau rôle, comme vous l'imaginez, sous un nom où on me retrouve facilement, puisque c'est Drago, donc c'est vraiment l'anagramme de Hogarth, et tout est à l'avenant, et dans lequel il répand ses accusations fielleuses, ses mensonges. Et alors pourquoi je pense qu'il y a des explications personnelles pour le comportement de cet officier aujourd'hui, mais c'est vrai que cela fait des ravages quand, depuis 25 ans, il se dit un certain nombre de choses par les médias mainstream, je dirais, et que tout d'un coup, vous voyez sortir un témoin, entre guillemets, qui vient à l'appui de ces thèses les plus agressives, les plus fantasmatiques, les plus mensongères. Donc quelque chose qui personnellement me poursuit et me poursuivra jusqu'à ma mort, parce qu'évidemment, je pense que j'en ai jusqu'à ma mort de cette affaire. Mais qui traduit la gigantesque désinformation qui a été montée sur ce drame rwandais. Je regarde parce qu'on va je vais exposer le compteur, mais j'ai beaucoup de choses à dire et c'est très difficile d'arriver à tout concentrer. Moi, on me reprochera d'avoir, cet ancien officier me reprochera d'avoir réarmé les forces armées rwandaises Hutus en pleine débâcle, retirées de l'autre côté de la frontière au Zaïre. Et il imagine, dans son cerveau brumeux, des conteneurs, il parle de dizaines de conteneurs sur véhicules. C'est pas comment on aurait pu amener des conteneurs jusqu'à cet endroit reculé de l'Afrique centrale, mais en disant, voilà, on a réarmé, on a même payé leur solde en dollars, etc. Je pense que c'est terrible parce que, oui, je suis venu au secours des forces armées rwandaises retirées au Zaïre, au travers de leur famille. Quand on est venu me voir en disant il y a 4 bébés qui viennent déjà de mourir de faim et de manque de soins, qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière, que vous avez en face de vous 4000 personnes qui ont besoin de tout, de bâches plastiques, de couverture, de nourriture, de lait, d'eau potable bien sûr,
et ben vous leur donnez parce qu'il n'y a pas de frontière à la charité. Enfin, je l'estime comme ça. Et donc ça, oui, je l'ai fait. Et dans la bouche de mon ancien subordonné, ce sont devenus des conteneurs d'armes. C'est assez cocasse, mais c'est pour vous dire la désinformation, le niveau de désinformation qui est insupportable dans cette affaire. De même, on dira que j'ai évacué le gouvernement génocidaire au Zaïre, que je l'ai aidé à fuir au Zaïre, alors que tout simplement le 16 ou 17 juillet, je suis prévenu que dans la ville de Sangougou, des véhicules type Mercedes, berline, lourdes, accompagnés de quelques camions de la garde présidentielle rwandaise, sont en ville. Évidemment, je me renseigne, et là on me dit, mais il y a le président par intérim, qui était en fait le président de l'Assemblée nationale, et le ministre des Affaires étrangères de l'ancien gouvernement. Je vais les voir et je leur dis, vous n'avez rien à faire ici, vous avez quelques heures pour partir où vous voulez. Aidez-nous à partir, donnez-nous des avions. Je dis, il n'en est pas question. Mais en attendant, vous n'avez rien à faire dans mon secteur et dans le secteur français, et vous n'y resterez pas. Ce qui fait que le lendemain, ils s'en vont, après avoir lancé des appels à la population en Kinyarwanda, avec des radios mobiles qu'ils ont avec eux, et tout ce beau monde passe au Zaïre, et c'est un spectacle de nouveau dantesque, de centaines de milliers de personnes qui essayent de fuir la peur au ventre, en fait, hein, avec les moyens. Et bien sûr, de l'autre côté, les Zaïrois qui les raquettent des passages de la frontière. Je vous résume tout ça très rapidement à grands traits, peut-être que vous aurez des questions là-dessus. Mais voilà la situation de ce tragique petit Rwanda de l'époque, qui est devenu, on l'appelait la Suisse de l'Afrique, sous le président Habyarimana, parce que c'était un pays prospère. Il y avait le pays des 1000 collines, sur chaque colline il y avait une chapelle et un dispensaire, pratiquement, quelques abbayes et monastères répartis dans le reste du pays. Tout ça a volé en éclats. Et aujourd'hui, ce n'est pas la Suisse de l'Afrique, c'est la Prusse de l'Afrique. Donc Kagame est un dictateur, cynique et sans foi ni loi, remarquable stratège. Il a établi un régime totalitaire sur ce petit pays, et bien sûr, il a débordé chez ses voisins. Il a mis en coupe réglée toutes les provinces orientales du Congo, qui est depuis longtemps en perdition, depuis bien avant la fin de Mobutu, mais particulièrement depuis la fin de Mobutu. Et ce pays est aujourd'hui pillé par Kagame et le Rwanda au bénéfice de sociétés américaines, israéliennes et britanniques, principalement. En 2008, Kagame a fait abandonner le français, il ne parle pas le français, a fait abandonner le français au profit de l'anglais comme langue officielle. En 2009, il a rejoint le Commonwealth. En 2014, il a fait raser le centre culturel français à Kigali. Et en 2018, Macron lui donne la francophonie, lui remet les clés de la francophonie à Erevan, puisque le numéro 2 du régime, Louise Mouchekouabo, éjecte Michael Jean, la canado-haïtienne, qui était le précédent secrétaire général de l'organisation de la francophonie, et elle prend le contrôle de la francophonie. Cherchez l'erreur, tout ça est pavé de mensonges, d'hypocrisie, de calculs à très courte vue, et voilà le sujet s'aggrave d'autant plus que vous avez un génocide en cache un autre. Alors c'est très mal vu de le dire parce que vous êtes tout de suite qualifié des mots qui font mal, révisionniste, négationniste, mais j'ai le regret de le dire et je l'assume. Alors je suis révisionniste et négationniste, mais il y a un génocide qui a suivi le génocide des Tutsis en 1994. Il y a le génocide des Hutus qui a démarré en 1995 dans les espaces immenses de l'Est zaïrois où quelques centaines de milliers et peut-être millions de Hutus ont été exterminés par les armées et les milices de Kagame. Mais ça s'est étendu évidemment à la population congolaise et vous avez aujourd'hui, on estime à 6 à 7 millions de gens qui ont été éradiqués dans des conditions atroces et encore tous les jours, à l'heure où je vous parle,
au Congo par les milices de Kagame. L'ONU le sait très bien, puisqu'il y a un rapport qui s'appelle le rapport Mapping, qui dort dans les tiroirs à New York, qu'il suffirait de publier pour que Kagame soit traduit devant un tribunal pénal international. Bon. Et on ne le fera pas parce qu'il y a un certain nombre d'intérêts en jeu, vous l'avez compris, et en particulier d'intérêts sonnants et trébuchants au bénéfice de grandes compagnies internationales. J'ai rencontré en décembre dernier un personnage extraordinaire qui est le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en fin d'année 2018, médecin, gynécologue, qui soigne à tour de bras les femmes victimes des viols massifs, les femmes, les enfants, les bébés, parce qu'il faut le dire, c'est quelque chose d'épouvantable commis par les armées de Kagame et les milices de Kagame depuis 25 ans, dans l'indifférence générale de la communauté internationale. Et ceci est proprement scandaleux et mérite d'être dénoncé chaque fois que possible. En tout cas, tant que j'aurai un souffle de vie, comptez sur moi pour le faire. Alors, dans tout ça, le maître mot à retenir, désinformation. Je pense qu'il fallait éjecter la France de la région des Grands Lacs africains pour des raisons tout à fait liées au commerce et au développement des activités sonnantes et trébuchantes. On sait qui a pris notre place aujourd'hui là-bas, mais c'est beaucoup plus grave que ça parce que la France aujourd'hui se tait et caresse le loup dans le sens du poil. Le loup, c'est évidemment ce personnage absolument incroyable, fascinant, qui est Paul Kagame. Quel est le lien avec le Kosovo? Parce que je voudrais quand même faire un petit tour au Kosovo. 5 ans plus tard, eh bien, vous allez retrouver les mêmes personnages, mais cette fois la France a changé de camp, si je puis dire. Elle n'est plus dans le camp des accusés, elle va rejoindre le camp des vainqueurs, entre guillemets, de l'OTAN et de l'Union européenne. Alors le Kosovo, c'est grand comme un département, c'est à peu près la Gironde, un grand département français ou 2 petits départements français. C'est le cœur historique de la Serbie, c'est là qu'est née la nation serbe, royaume serbe au Moyen-Âge, avec cette province est couverte d'églises et de monastères splendides, magnifiques. Pour les Serbes, ils l'appellent ainsi la Jérusalem serbe. C'est le siège du patriarcat de l'église serbe orthodoxe qui est à Peć, en plein cœur du Kosovo. En réalité, le Kosovo, c'est une manière de parler parce que le Kosovo réel est à l'est et la partie ouest, c'est la Metochie, qui est la terre d'église qui appartient à l'église serbe depuis toujours et où se trouve concentré en particulier un certain nombre de... Alors le Kosovo, c'est tout simplement l'histoire, vous allez me trouver très anti-américain, mais c'est tout simplement l'histoire d'un complot contre l'Europe, je dirais, contre les véritables intérêts européens, comme il y avait eu en Bosnie un peu avant, avec l'aide bien sûr de l'Allemagne qui est le bon élève de la classe, au premier rang de la classe otanienne. Il s'agit de planter une aiguille dans le talon de l'Europe en établissant un État mafieux, islamique, pour ne pas dire islamiste, encore que la plus grosse concentration en proportion de combattants européens de Daesh en Irak et en Syrie étaient tous kosovars. Hein, et que le Kosovo se retrouve avec aujourd'hui le problème de ces gens qui reviennent au Kosovo et dans la région. Et le Kosovo a été peuplé par les Serbes, et puis on a vu arriver des Albanais. Et comme l'a dit Vladimir Volkov, le décalage s'est fait par la démographie, puisque les familles, les clans albanais, un musulman albanais a 2 ou 3 femmes, chacune avec 6 ou 7 ou 8 enfants, pendant que les familles serbes faisaient le trajet inverse, je dirais, des familles de plus en plus chichement comptées à 2 ou 3 enfants. La bascule démographique s'est faite, et de manière irrémédiable avec l'épuration ethnique de 1994, puisqu'on estime à quelques centaines de milliers les Serbes qui ont quitté la province à partir du moment où l'OTAN et l'Union européenne ont pris le contrôle de cette province à l'issue de la guerre. Cette guerre, elle a commencé en fait en 1996, elle est le fait
d'une rébellion, la rébellion albanaise, qui est en fait née des clans mafieux du Kosovo, dans la région de Drenica, avec à sa tête un personnage qui s'appelle Hashim Thaçi, qui est, comme Kagame, un enfant de Madeleine Albright. Alors Madeleine Albright, entre-temps, elle a changé de fonction, elle n'est plus ambassadrice de l'ONU, ambassadeur de l'ONU auprès de l'ONU, elle est devenue secrétaire d'État du président Clinton. Et ce sont ces personnages qui vont prétexter un génocide au Kosovo en mars 1999 pour déclencher la guerre aérienne, les 78 jours de bombardement qui vont faire quelques milliers de morts dans la population civile serbe et qui va surtout détruire définitivement les infrastructures déjà vieillissantes, faute du communisme, de ce pays d'Europe centrale. Les Serbes ont très mal vécu cette guerre, puisqu'elle les a amputés de leur cœur historique, culturel, spirituel, identitaire, et ils l'ont d'autant plus mal vécu que la France faisait partie de la coalition. Cette France qui était leur grande sœur, comme le disait le roi Pierre Ier Karađorđević, cette France pour laquelle ils ont construit à Belgrade, en plein cœur de Belgrade, au parc du Kalemegdan, un monument qui est dédié à la France, qui a été construit après la Première Guerre mondiale, dans les années 25-30, avec cette mention « Aimons la France comme elle nous a aimés ». Ce monument sera drapé de noir pendant toute la période de cette guerre injuste et illégitime. Injuste et illégitime parce que d'abord elle viole la loi internationale, elle viole tout simplement les lois de l'ONU. Une résolution sera adoptée par l'ONU qui est la résolution 244, qui est toujours en application et qui précise que le Kosovo est une province serbe et qu'il ne peut en être autrement. On voit ce qu'il en est advenu après, avec la proclamation de l'indépendance en 2008 par Hashim Thaçi, par l'UÇK, la rébellion au pouvoir, mise en place par l'Union européenne et l'OTAN, et les pogroms anti-serbes de 2014, où vous voyez, de 2004, pardon, où vous voyez des meutes d'Albanais déchaînés, monter sur les toits des églises et des monastères, arracher les croix, les balancer par terre, et lapider les prêtres et les religieux et les religieuses, et avec une haine incroyable, que j'ai vu de mes yeux vus évidemment au Kosovo, puisque j'y commandais le groupement à ce moment-là des forces spéciales françaises intervenant en amont du déploiement de l'OTAN et de la brigade française. Alors cette affaire du Kosovo, je la résume très rapidement parce que là je suis en train d'exploser le compteur, si je puis dire, mais vous aurez peut-être des questions. Cette affaire du Kosovo, pour moi, il y aurait tant à dire, elle est aussi symptomatique de l'état de maladie profond qui nous atteint aujourd'hui en Europe. On a détruit un pays, la Serbie, on a amputé d'une partie de son territoire historique, encore une fois culturel, spirituel, au bénéfice de groupes mafieux qui sont les actuels dirigeants kosovars. En novembre dernier, la France a reconnu immédiatement en 2008 l'indépendance. M. Sarkozy a cru se grandir en reconnaissant immédiatement le Kosovo comme république indépendante. Aujourd'hui, en 2019 ou 2018, novembre 2018, le centenaire de la Grande Guerre. La Grande Guerre pour les Serbes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est le fondement, de notre amitié. Cette amitié franco-serbe qui pour eux est sacrée, que nous avons complètement oubliée, mais qu'eux maintiennent de manière extrêmement forte. Et le président serbe est invité aux cérémonies l'Arc de Triomphe, et quand il arrive, on le relègue dans une tribune secondaire, alors qu'on met à la tribune principale, juste derrière Macron, Poutine, Merkel et Trump, on met l'abominable criminel de guerre Hashim Thaçi, président auto-déclaré de la République fantoche du Kosovo. Donc, on peut dire que ça sont des symboles quand même extrêmement forts.
À savoir aussi, en cette période de préélection européenne, que Hashim Thaçi a été amené en France à l'Élysée par deux personnages, Bernard Kouchner, toujours lui, que nous avons connu comme grand ami de Kagame au Rwanda, et qui est le grand ami d'Hashim Thaçi, et par un autre personnage qui s'appelle Arnaud Danjean, qui est numéro 3 sur la liste des Républicains, qui se présente à nos suffrages la semaine prochaine. Voilà, ce sont des choses qui doivent être dites parce que je pense qu'il y a matière à réflexion. Le Kosovo, c'est une gigantesque opération de désinformation menée remarquablement de main de maître par les États-Unis d'Amérique et leur bras armé qui est l'OTAN, et un suivisme européen absolument incroyable, et français, je dois le dire, qui est peut-être dû au fait qu'à l'époque de cette guerre de 99, le pouvoir est partagé en France entre Jacques Chirac, qui dormirait, selon Sarkozy ou d'autres, et puis le Premier ministre qui est Lionel Jospin. Et donc on a l'Europe est social-démocrate et décide de taper les Serbes, quoi qu'il arrive, parce qu'on est poussé par les Allemands, parce qu'on est poussé par l'OTAN, et qu'on essaye à ce moment-là de réintégrer l'OTAN, de se faire bien voir, etc. Voilà, de manière très résumée, ce que je peux dire de ces deux moments extrêmement forts et douloureux de ma fin de carrière militaire, qui l'a un peu précipité vers sa fin de manière prématurée en 99. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est le maître mot, encore une fois, c'est la désinformation. Je crois que dans un cas comme dans l'autre, on retrouve d'ailleurs les mêmes acteurs étatiques, on retrouve les mêmes personnes physiques. J'ai cité Madeleine Albright, j'ai cité Bernard Kouchner, mais on pourrait en citer d'autres, qui font aujourd'hui des juteuses affaires, d'ailleurs, personnelles, tant au Rwanda qu'au Kosovo. Voyons, il n'y a pas de raison de se priver. Et au détriment d'un certain nombre de choses élémentaires et essentielles, qui sont la paix, le respect des êtres humains pour ce qu'ils sont, le respect des nations pour ce qu'elles sont, le respect des États, le respect des frontières, etc. etc. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots. Je suis un peu désolé peut-être d'avoir coupé certains aspects, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en. Je suis prêt, il n'y a aucune question tabou, aucune question idiote, il n'y a aucune question à ne pas poser, et je vous répondrai le plus sincèrement possible, évidemment. Voilà.